Ouais, aujourd'hui, je suis pas un gars qui est bien gêné. Peut-être quand j'étais plus jeune, là, tu sais, aujourd'hui, j'assume tout, mais je me souviens, quand j'étais jeune, peut-être, je me souviens pas, j'étais en deuxième année du primaire. Je pense que je demande à mon professeur, on était en classe à l'école, je demande à mon professeur pour aller aux toilettes, puis le prof dit non, pas de suite. Puis, mais des fois, il y a d'autres mondes, quand ils vont tout le temps de suite. Puis moi, il me dit non, fait que j'étais comme fâché, fait que je dis, je vais lui montrer qu'elle aurait dû me laisser y aller. Fait que je me pisse dans les culottes. Oh! Fait que, tu sais, ça fait. Tu sais, ça coule le long de ta jambe, ça fait une petite flaque de pipi par terre. Fait que là, tout le monde te regarde, il y a du pipi à terre. Fait que là, je commençais à regretter, tu sais, ma bonne idée était une très mauvaise idée. Fait que là, le prof, tu sais, elle a pas fait comme j'ai dit, elle a fait comme, bon, OK, ben, va aux toilettes, me nettoyer. Puis là, le concierge, tu sais, de l'école, elle a appelé le concierge, il est venu me voir, puis là, il m'a amené dans le sous-sol de l'école. Puis là, ça ressemble à un piège de pédophile, mais non. Il y avait pas. Rachel Élie, je suis une humoriste anglophone. Je suis une mère sans tabou. Je suis ici avec mon fils, un peu trop sage, très sage. Et il est un rap artist. On a une relation mère-fils très ouverte, sans honte. Et on veut partager ça avec nos invités. Et on parle... pas vraiment. Il y a beaucoup d'humoristes qui pensent qu'on va parler de leur mère, mais c'est pas. S'il veut parler de leur mère, il peut, mais c'est pas nécessairement notre agenda. C'est juste d'avoir du fun et de parler avec nos invités un peu de qui ils sont. Et Dante, très heureuse de faire un podcast avec toi. Et tu ris à tous mes blagues. Ça, c'est pourquoi je voulais faire un podcast avec toi. C'est pas tout le monde qui rit avec leur mère. Oui, super content d'être ici. N'oublie pas de s'abonner et tout ça, c'est un nouveau podcast et on aime toujours le support avec ça. Oui, et on a un Patreon page aussi. Si tu aimes notre podcast, laissez des commentaires, partage avec tes amis et va sur Patreon. Oui. Est-ce qu'on commence avec la pensée de la semaine? Oui, vas-y. OK, cool. Je pensais cette semaine à comme être en retard ou être à temps. Et je réalise que dans comme toutes mes relations, même les amitiés, des relations romantiques, des relations avec les parents, je trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui est en retard. Quelqu'un qui est pas en retard. Et aujourd'hui, avec ma mère, elle m'a dit, Dante, faut que tu arrives à 11h. Alors, je me suis réveillé tôt, j'ai fait toutes des affaires. J'ai arrivé ici à 11h, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis ici. Elle a dit, OK, je vais être à 11h30. J'étais tabarnak, maman. Est-ce que tu as dit tabarnak dans ta tête? Dans ma tête. Tu es vraiment devenu francophone. Oui, exactement. Non, mais je pense qu'on a parlé de ça déjà, que c'est pas toujours facile d'être plus adulte que tes parents, des fois. Ouais. Moi, je suis responsable, mais toi, tu es devenu soudainement trop sage. Qui arrête de boire à 23 ans, right? Oui, c'est vrai. Et tu fais meal planning, tu comptes tes calories. T'es bien trop sage. But, moi, j'ai devenu pas sage tard dans ma vie. It was about time. Oui, et aujourd'hui, on est avec Richardson Zephyr. Bienvenue sur le podcast. Merci. Richardson Zephyr. Coucou. Toujours un plaisir de te voir. Plaisir partagé. Well, et merci pour dire oui à notre podcast. On vient juste de commencer notre podcast. OK. Et on voulait demander des petites questions sur, on veut savoir qui tu étais comme enfant. Mais premièrement, je demande des mères s'ils ont des questions sur nos invités. Et il y a une mère de Saint-Lazare qui veut savoir si tu étais d'une famille très grande, si tu as beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, et aussi si tu étais né au Canada. Oui, je suis né au Canada. J'ai une grande famille. Ben, j'ai eu une grande famille. J'ai 2 frères plus vieux, une sœur plus jeune. Ma sœur, elle a 1 an de moins que moi, donc quand même très proche. Ouais. Et où au Canada est-ce que tu as je dirais principalement, j'ai grandi dans la ville de Laval, mettons, de l'âge de 4 ans à 20 ans. J'ai grandi à Laval, donc je dirais que c'est pas mal là, moi, justement, ma jeunesse où j'ai des souvenirs. Puis là, maintenant, ça fait 20 ans que je suis montréalais.
Nice. Well, nous autres, on est devenus Montréalais. Ça fait seulement 2 ans maintenant que je vis à Montréal. Mais c'est un peu bizarre que c'était seulement en vivant à Montréal que j'ai soudainement eu des amis haïtiens. Okay. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sachent pas que mon père est d'Haïti, mais tu étais un de mes premiers amis, toi et Goofy Well Done, au Québec. Parce que en Ottawa, j'ai jamais rencontré des Haïtiens, mais ça semble qu'à Montréal, il y a beaucoup plus. Ouais. Il y a une grande communauté, puis je dirais peut-être que s'il y a des Haïtiens, ce serait peut-être plus à Gatineau qu'à Ottawa. Mais bon, je ne me suis pas promené beaucoup à Ottawa mais oui, il y a une bonne communauté. Est-ce que ta famille était connectée avec la communauté haïtienne comme quand tu étais une jeune homme? Est-ce que tu avais des amis haïtiens? Oui, quand même un peu. J'ai grandi à Laval, fait que oui, il y avait quand même une petite communauté. J'avais autant dans mes voisins qu'à l'école, j'avais des amis. Puis dans ma famille, je pense qu'on est le premier à avoir aménagé à Laval, mais j'ai très vite des oncles et des tantes qui sont venus s'installer. Là. Nice. J'avais quand même de la famille à Laval. Là. Ouais. Et nous, à Ottawa, c'était juste nous. Et je pense que mon père n'était pas vraiment connecté du tout avec la communauté. Okay. C'est juste quand on allait en Haïti ou à New York qu'on connectait avec nos cousins. Oui, classique, aller à New York. Ouais, ça, la famille aussi à New York, par Miami. Miami, c'est great. C'est pas trop loin pour Haïti. J'étais souvent à New York quand j'étais jeune, mais jamais été à Miami encore. Quel gâchis, alors que j'ai un oncle là-bas. Donc, un jour, hein? Est-ce que tu es allé en Haïti? Non plus. Pas été en Haïti non plus. Ouais. OK. Cool. Et t'étais quel type d'enfant? Comme à l'école, juste quand tu étais jeune? Je dirais que j'étais assez studieux quand même. Je suis quelqu'un qui aimait l'école, assez académique. Moi, un truc bizarre, je suis pas quelqu'un qui est niaisant en classe. À moins que, parce qu'il y a toujours des tannants, du monde dans les classes qui niaisent, qui parlent. Mais s'il y avait personne dans ma classe qui niaisait, qui parlait, eh bien là, je niaisais. Parce que je me donnais la responsabilité de quand même un niaiseux. Est-ce que tu es un Libra? Ton signe? Non, Capricorne. Oh, parce que ça, c'est typique d'un Libra. Ouais. Tu balances. Balance, right? hein, c'est S'il n'y a ça. pas un tannant, tu vas être le tannant. Ah, okay. Mais s'il y a un tannant, t'es comme, je vais le laisser faire. Ouais, Moi, j'étais ouais. le tannant. Ah, Si on était dans la même classe, je dirais, Rachel va. Moi, j'aime donner des nervous breakdowns à des professeurs qui viennent juste de commencer leur travail. OK. Et j'étais responsable pour beaucoup de personnes de décider de jamais enseigner. Non, je sais pas vraiment tannant, plus que j'aimais faire des blagues, tu sais, faire rire, ouais. Sinon, non. Ouais. Alors, t'étais le clown un petit peu. Ça dépend, c'est ça. Si personne niaisait, j'allais niaiser, mais sinon, non. Ouais. Est-ce que tu savais comme un peu toujours que tu voulais poursuivre l'humour ou c'était un peu plus tard? Est-ce que tu avais des autres comme choix ou pensées de métier quand tu étais plus jeune et ça a changé plus tard ou c'était quand même pour toute ta vie? Ouais, quand même, tu sais, jeune, peut-être j'étais intéressé par le droit. Rapidement, c'est devenu les sciences au secondaire, là, passionné de sciences. L'humour, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour, mais je le voyais quand même sur un piédestal inatteignable. Tu sais, il n'y avait pas de vedette. Là. Moi, j'ai étudié en sciences. Puis c'est vraiment quand 2008-2009, quand la relève est apparue, quand j'ai commencé à avoir des comedy clubs, puis des émissions de télé, des concours humoristiques, relève, c'est là que j'ai tout lâché, puis je me suis lancé en humour. Ouais. Wow. Alors, tu regardais l'humour avec ta famille. Beaucoup de Québécois parlent de regarder les galas juste pour rire et tout ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré avec l'humour? Oui, c'est sûr. Mettons, j'ai eu des premières idoles comme Anthony Cavana, mais j'écoutais tout, là. Tu sais, que ce soit Pierre Légaré ou whatever, là. J'écoutais tout ce qui se faisait, mais j'écoutais aussi beaucoup des humoristes américains, là. Tu sais, moi, au secondaire, c'était l'avenue de YouTube, que YouTube est apparu, là. Fait que oui, j'ai commencé en consommant, tu sais, que ce soit Rodney Dangerfield, Sam Kinison, évidemment, toutes les Eddie Murphy, Chris Chappelle, puis Dave Chappelle, puis le Chappelle Show, le Chris Rock Show. J'écoutais beaucoup sur YouTube les humoristes anglophones américains. J'aimais voir ce qu'ils faisaient. Autant au Steak qu'autant, je me souviens qu'à mes débuts, 2008-2009, j'écoutais aussi les premières émissions d'humour françaises qu'il n'y avait pas ici, comme Jamel Comedy Club, puis On ne demande qu'en rire. Les Français appelaient Ondar, seulement avec les initiales. Donc ça, c'était une émission européenne. Fait que oui, j'écoutais, sur YouTube, tu pouvais écouter, même si on n'avait pas les postes ici. Fait que je prenais des clips. Et ça fait 20 ans que tu fais l'humour? L'humour, là, ça fait 16 ans. 16 ans. Ouais. Et ça t'a pris longtemps pour trouver ta voix ou est-ce que tu penses que tu étais comme dès le début
drôle, t'avais des rires et tu connaissais qui tu étais. Comme moi, j'ai trouvé ça m'a pris comme trop longtemps. Au début, quand j'ai commencé, ça, c'était tout de suite, mais quand j'ai arrêté pour 10 ans, j'ai retourné, ça m'a pris longtemps de redécouvrir qui j'étais sur la scène. Dès que j'ai commencé, je savais que j'allais jamais arrêter. Mettons que j'ai commencé en 2009. Tu sais, 2010, ça jouait un petit peu plus. C'est comme 2011, 2012, là, ça allait mieux, puis je jouais beaucoup. Mais je dirais que ça m'a pris 5-6 ans, là, trouver mon personnage de scène. Je pense que si j'ai bien compris ta question. Parce que je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, je me souviens que j'ai commencé en même temps que Simon Leblanc. On a commencé en même temps. Lui, je pense qu'il a pris 3 mois pour trouver son personnage de scène. Là, moi, ça m'a pris 6 ans. Mais je jouais quand même beaucoup. Je faisais... Parce que tu penses que ça va bien jusqu'à temps que tu vois que tu peux faire mieux. Absolument. Je me souviens que Chris Rock avait dit qu'il a vraiment bien fait le deuxième, troisième, quatrième fois qu'il a joué. Après, il a planté pour 4 ans. Ah, ouais. Je suis toujours heureuse d'entendre ça. Parce que moi, j'ai planté, mais pas pour 4 ans. Mais j'ai planté assez beaucoup. Mais je vois beaucoup de jeunes humoristes qui plantent pas du tout. C'est surprenant. Ouais, ben, moi, si je compare à moi quand j'ai commencé versus ceux qui commencent maintenant, je pense qu'ils peuvent tellement en consommer de l'humour en live. Yeah. Tandis que moi, je regardais sur YouTube, tu sais, quand même des master vedettes faire leur special, là, tu sais. Fait que t'es pas conscient des années de rodage ou des années de travail. Derrière, on voit juste le travail abouti puis la crème de leur matériel. En clip, en plus, là, c'est même pas l'heure, ça va être comme le meilleur 8 ou... ceux qui commencent maintenant, ils peuvent en voir beaucoup, aller voir des spectacles beaucoup, aller voir des comedy clubs. Moi, quand j'ai commencé, il y avait peut-être 2 bars en français, là, fait que je jouais une fois dans l'année, puis j'espérais rentrer très fort pour pouvoir jouer une 2e fois dans l'année. C'était pas assez... C'était pas assez bien performé, mais tu rejouer l'année prochaine. Il y avait seulement 2 places que tu pouvais en faire français, de l'humour. ouais, pas beaucoup. Là. Il y avait le Saint-Cyboire, la première année, le Comedy Zone. Sinon, soit tu produisais des shows ou des genres de spectacles bénéfices ou whatever, mais pas comme aujourd'hui où tu peux jouer 2-3 fois dans la même soirée ou qu'il y a des comedy clubs partout dans toutes les villes. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 soirées à Montréal, puis il y avait, je pense, une soirée comme après ça, il y avait des très grosses soirées, mais comme une à Saint-Lazare, à Drummondville, puis à Gatineau. Fait que ils bookaient 2-3 humoristes par soir. Fait que t'allais pas à 5 années, là, t'étais un débutant, là, ça prenait du temps que les gens te fassent confiance ou ils savent t'es qui, là, ça prenait du temps. Et tu dois rentrer fort ou tu vas pas être réinvité non plus. Exact, tu vas être invité dans 2-3 ans. Maintenant, tu peux jouer. À Toronto, quand j'étais là, ça fait 5 ans, tu pourrais jouer 35 fois dans une semaine. Mais regarde le bordel, tu peux jouer 6 fois un samedi, 6 fois un vendredi. Ça, c'est pas normal. C'était pas comme ça avant. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis je pense, peu importe l'art qu'on veut faire, ou que ce soit une discipline sportive ou olympique, ça prend l'immersion. Peu importe ce qu'on veut faire, plus on le fait, plus on est bon. J'imagine le même truc dans le rap. Il faut que tu rappes le plus souvent, développer ton personnage. Plus tu le fais, plus t'es bon. Fait que... c'est pour ça que je trouve ceux qui commencent maintenant, ils commencent à un meilleur moment. Oui, il y a une plus grande compétition parce qu'il y a plus d'humorisme, mais en même temps, tu définis plus rapidement ton personnage. Le fait d'en voir aussi, je pense que ça aide d'en voir. Je me souviens, comme dans mes débuts, d'Allo Saint-Cyboire, je viens d'écrire un numéro sur mes premiers métiers. Puis là, je vais au bar, puis là, je vois un humoriste faire un numéro sur ses premiers métiers. Après ça, je vois à la télé, je vois un autre humoriste faire un numéro sur ses premiers métiers les mercredis juste pour rire. Puis je vais faire, bon, ben, mon numéro est pas original, je le jette. Même si je l'ai jamais fait. Avant de le faire, Il y a une mère de Saint-Julie qui veut savoir si tu as des enfants. Pas jusqu'à présent. Non, OK. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, je me suis toujours dit que j'allais en avoir. T'sais. Là, c'est sûr, j'ai 47 ans, fait que je me dis, ça se peut que j'en aie pas, mais moi, je me suis toujours dit que j'en aurais. C'est funny parce que moi, j'avais jamais dit, je veux des enfants. C'est comme ça arrivé un peu par accident. Parce que des fois aussi, comme t'es en amour. Oh, sorry, Dante. C'est ma question. Est-ce qu'il est au courant? pas cette sorte d'accident. Non, c'était pas vraiment par accident. Mais juste parce que j'ai tombé en amour avec quelqu'un et soudainement, j'étais comme... C'est un peu romantique de dire, mais pour de vrai, c'était parce que je sentais que notre amour était tellement grand et un peu plus hors de nous. Il y avait juste quelque chose de naturel où je sentais comme...
c'est comme on doit faire quelque chose avec cet amour. Et on dit faire l'amour, which is beautiful, but c'était vraiment, ça venu de cette place. Après, j'ai rencontré Dante, I was like, go back in, fucker! Mais des fois, c'est juste, je connais, même, je suis allée en Kenya et j'avais un ami qui a dit, oh, pour toute ma vie, j'ai pensé, je veux aller en Kenya un jour. Et j'étais comme, non, j'ai juste allé par hasard. Même j'allais à Fidji. J'étais mariée en Fidji, mais je voulais pas vraiment aller en Fidji, mais j'étais là. Alors, des fois, il y a des personnes que tu rencontres, t'apportes dans une aventure que, moi, 23 ans plus tard, je suis une mère, j'étais mariée pour 27 ans, je pensais pas d'avoir cette vie, mais des fois, on choisit pas. Exact, hein? Pas d'ailleurs, on écoute, on embarque. Et tu es humoriste, est-ce que tu savais, que tu as dit que tu as finalement décidé d'être humoriste et tu as jamais regardé Jamais regardé en arrière. Yeah. Non, jamais regardé en arrière. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé en 2009, je me suis dit, bon, j'essaie un an, puis si je galère, je pourrais m'en aller, mais au moins j'aurais mon esprit sera libéré de cette idée, tu sais. Mais à chaque année, ça allait toujours un peu mieux pour continuer à explorer jusqu'à temps que je dise, OK, there's no way back. Je regarde pas en arrière, impossible de faire autre chose. Ouais. Et ta famille était comme OK avec ton choix de vie? Ils ont vu en spectacle et tout ça? Je suis assez chanceux que tout le monde a été d'accord tout de suite. Je pense que ma famille ont vu que c'était la suite logique. C'est sûr que je venais du monde de l'improvisation. Là, j'ai fait beaucoup d'improvisation toute ma jeunesse, commencé à l'âge de 12 ans. Fait que c'était quand même connexe. C'était, pour moi, ce qui était clair, humour, mais pour moi, ce qui était clair, c'est que j'allais faire de la scène toute ma vie. Donc, que ce soit de l'impro ou de l'humour, j'aime l'entertainment principalement. Yeah. Sinon, j'aurais chanté ou j'aurais lutté, mais j'aime l'entertainment, ouais. Moi, je suis allée à l'école. Moi, j'ai coulé 8e année. C'était en deuxième fois de faire 8e année qu'un guidance counselor m'a dit, je pense que tu es un artiste. Parce que tu sais quand tu es meant for showbiz, right? Like toi, on parlait dans un autre podcast que Dante voulait être pas être politicien, mais journaliste, avocat. OK. Mais plus tard, j'ai réalisé que si tu as le bug d'artiste, c'est toujours dans l'arrière de ta tête et tu penses toujours à ça. C'est comme ça, tu as choisi un peu comme ça. Yeah. Oh, absolument. Et il y a une façon que tu veux être. Moi, je voulais être actrice sérieuse, mais j'étais comme, oh fuck, je fais rire par accident tout le temps. Il y a un temps où tu dois juste assumer qui tu es, accepter. Le public veut que tu fais rire, pas que tu es sérieux. On aime avoir un petit section où on fait on demande notre invité de raconter une histoire gênante. Okay. Et moi, je peux même commencer avec une histoire gênante que je pense que je t'ai jamais raconté ça, mais parce que moi, mais quelque chose que j'ai fait et je sais pas même si mon frère sache ça, mais à 13 ans, j'ai décidé de lire le livre le diary de mon frère. Un journal intime. Yes, and that's wrong. Ouais. That's wrong. Une chose qui était drôle de ça, qu'à chaque jour, il écrivait, OK, j'ai marché ici, j'ai vu mon ami, après, I crashed. C'était à la fin de chaque entrée, il disait, I crashed. Comme je me suis endormi. Yeah, I crashed. Like c'est une façon de dire, je me suis endormi. Mais aussi, il a écrit, oh, j'ai eu mon premier blowjob. Il a décrit ça en détail. Alors, j'étais comme, oh, pourquoi j'ai lu ça? Maintenant, quand je regarde mon frère, I picture that. So, anyhow, ça, c'est pour briser la glace pour une histoire de toi. TMI. Des histoires gênantes. Aujourd'hui, je suis pas un gars qui est bien gêné. Peut-être quand j'étais plus jeune, là, aujourd'hui, j'assume tout, mais je me souviens, quand j'étais jeune, peut-être, je me souviens pas, j'étais en 2e année du primaire. Je pense que je demande à mon professeur, on était en classe à l'école, je demande à mon professeur pour aller aux toilettes, puis le prof dit non, pas tout de suite. Puis, mais des fois, il y a d'autres mondes, quand ils vont tout le temps tout de suite. Moi, il me dit non, fait que j'étais comme fâché, fait que je dis, je vais lui montrer qu'elle aurait dû me laisser y aller. Fait que je me pisse dans les culottes.
Fait que, tu sais, ça fait... tu sais, ça coule le long de ta jambe, ça fait une petite flaque de pipi par terre. Fait que là, tout le monde te regarde, il y a du pipi à terre. Fait que là, je commençais à regretter, tu sais, ma bonne idée était une très mauvaise idée. Fait que là, le prof, tu sais, elle a pas fait comme j'ai dit. Elle a fait comme, bon, OK, ben, va aux toilettes, me nettoyer. Puis là, le concierge, tu sais, de l'école, elle a appelé le concierge, il est venu me voir. Puis là, il m'a amené dans le sous-sol de l'école. Puis là, ça ressemble à un piège de pédophile, mais non. Il y avait comme la boîte des objets perdus, genre, puis il m'avait donné des shorts. Tu sais, maintenant, moi, j'étais en pantalon, mais il m'a comme donné du linge de rechange, puis c'était des petites shorts... tu sais, c'est toi qui datais des années 70, là, shorts vraiment courts. Short shorts. Ouais, en genre de velours, genre bleu marin avec une ligne blanche, les lignes de vêtements de sport des années 70, là. Fait que j'avais passé le reste de la journée en petite short quand, tu sais, tout le monde est bien habillé et tout. Fait que j'avais été assez gêné que j'avais plus fait. Je me souviens, j'avais un professeur qui avait dit à un kid, fais un nœud quand il voulait aller pipi. Je trouve ça, c'est vraiment un peu extrême. Mais c'était, moi, je sais pas quel âge tu as, mais moi, dans ma génération, c'était une génération où les professeurs te frappaient encore. Comme j'avais une professeure, si ta main était sur ton pupitre, elle vient avec un ruler et frappe la main. Mais voyons donc. Oh yeah, non, ils étaient... Mais je pense que c'était comme 2 ans après, ils ont arrêté. Comme ma sœur a commencé l'école, ils ont arrêté de faire ça. Mais des fois, je trouve même l'idée d'empêcher un enfant d'aller aux toilettes, je trouve ça tellement bizarre que les profs... Parce que je connais des autres personnes qui ont eu des accidents dans leur classe parce qu'ils voulaient aller aux toilettes et le prof le laissait pas. C'est comme... Je trouve c'est méchant de faire ça à des enfants. Oh, mais il y a beaucoup de choses que tu n'es pas supposé de faire à des enfants, qu'il y avait une génération de personnes qui faisaient ça encore. Mais ça, c'était même dans ma génération. Oh, il disait va pas aux toilettes. Tu pouvais pas aller aux toilettes. Ouais, ou parce qu'il y a des personnes comme moi qui veulent aller aux toilettes juste pour écrire des notes ou faire n'importe quoi. Moi, je ne serais pas quelqu'un qui abusait. Là. Je ne serais pas quelqu'un qui allait souvent. Là, où c'est... Presque jamais, je pense. C'est pour ça que j'ai été fâché. Je suis comme, je le demande jamais. Yeah. Mais c'est funny en 2e année que tu étais comme, je vais montrer cette professeure. Mais tu pensais que c'était une bonne idée. Oui, exact. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pense sont des bonnes idées. Oui, c'est ça. Mais ça lui impacte aucun impact sur elle. Juste tout sur moi. Là, j'ai eu l'air con devant mes camarades. Là, comme le gars qui se pisse dessus, la flaque de pipi à terre. C'est comme, hey, man, j'ai vraiment eu honte. Aujourd'hui, je m'en foutrais, mais c'est à l'époque... maintenant, je juste pille où je veux, quand je veux, right? Non, mais je serais moins gêné, j'assumerais comme... Ouais, aujourd'hui, je suis moins quelqu'un de gêné. Ouais, je suis moins quelqu'un de gêné, ouais. Oh, parce que t'étais un peu gêné comme enfant. Ouais, j'étais quand même tranquille. Ben, primaire, ouais. J'étais très tranquille, ouais. Et Dante, je pense que tu avais une histoire que tu pensais de partager. Ah oui, ben le mien, c'est aussi à propos d'un accident, mais c'est plus récent. Alors, c'est quand même gênant parce que c'est récent, mais c'était la première fois que j'ai jamais bu dans ma vie. Okay. Mes parents ne me laissaient pas... je pourrais pas vraiment trouver de l'alcool, mais mes parents avaient un cabinet d'alcool avec beaucoup d'affaires vraiment random, comme de l'alcool dégueulasse et de partout. Alors, j'ai pris un bouteille de Gatorade et j'ai pris seulement comme 1 pouce de chaque bouteille pour remplir la bouteille au complet d'alcool. Et j'ai bu ça vite parce que je connaissais pas comment qu'est-ce que boire c'était même. Alors j'ai bu tellement beaucoup et j'ai souvenu la soirée a juste disparu. J'ai complètement blackout. Et ça c'était quand j'étais je pense 19. Mais je me suis réveillé le matin encore sous avec rien sur moi et j'ai pissé mon lit. Mon lit était tellement mouillé, je savais pas comment il y avait tellement de liquide sur mon lit parce que je me suis complètement pissé dessus. Mais je me souviens que j'ai dit à toi et mon père, mais c'est tellement gênant d'être 19 et de dire que je me suis pissé dessus. Mais je pense que je pensais que tu avais un wet dream. Non. Non, parce que je me souviens que tu as lavé tes draps. J'avais juste mis tes draps sur ton lit 2 jours avant et après, soudainement, tu faisais la lavage. Ouais. And I was like, Dante had his first wet dream. It was worse than that. Oui, mais ce qui est même plus gênant que ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie. De pisser mon lit. Toujours quand j'étais sous. Ah. Ouais. Peut-être ça, c'est pourquoi tu as arrêté de boire? Je pense que oui. Yeah. Maintenant que je travaille au bordel, des fois, mes collègues sont comme, pourquoi est-ce que tu restes pas après le travail pour boire avec nous? Mais moi, dans l'université, j'avais
trop de moments comme ça. Maintenant, j'ai pris la retraite de ça. Ouais, c'est ça. Tu connais pas la modération. Ouais, exact. Ou même, je suis toujours comme 23 ans et Dante boit pas beaucoup. Mais peut-être c'est parce que l'université t'as fait trop. Moi, j'aime l'idée de pas boire, mais j'aime trop l'alcool. Mais socialement, c'est le fun, tu sais. Mais tu fais bien, tu te connais, puis... Pareil, hein, ouais. Mais des fois, il faut aller trop loin pour réaliser que t'es allé trop loin. Oh, yeah. J'ai apporté des... Dante a des questions un peu plus deep et moi, j'ai des questions crunchy. Oh non, here we go. Tu peux choisir. C'est juste piger any Faut card. que je pige une carte? Oui, OK. Donc, je vais piger celle-ci? oui, C'est moi qui la lis? oui. All right. Oh boy. À quel âge tu as perdu ta virginité? D'après moi, j'avais 7 ou 8 ans. J'étais chez mes parents, puis j'avais... Non, c'est pas... Oh, alors ça après moi. Les anneaux sont devenus très tight pour un moment. Ouais, à quel âge tu as perdu ta virginité? Boy. Je sais pas, je suis game de dire ça en ondes. Oh, hein. Je suis c'est quand trop même- gênant. Ah non, c'est pas gênant, mais c'est pas gênant du tout, mais je suis quelqu'un quand même de très secret. Oh, OK. Ouais, OK. ouais, ça c'est trop d'informations que je peux donner pour Internet. Oh, OK, je Ouais. comprends. OK, j'ai peur. Oh, OK, dis-moi. Ben, peut-être que ça va être moi qui demande toutes les questions parce que c'est pas si les autres Attends, qui j'ai sont, une autre. J'ai une autre. Ah, OK, ça, c'est pas si crunchy. C'est pas si crunchy. Well, c'est un peu crunchy, mais OK. pas si crunchy. Let's see how it is for Désolé, you. Internet. As-tu déjà eu un trip à 3? Plusieurs. Non, c'est pas vrai. Non, À j'ai 7 jamais et 8 eu ans. de trip à 3. Ouais. OK, well, yeah, moi non plus. Pas jusqu'à ce jour. Hein. Mais moi, je pense que l'idée... Dante a eu une à 18 ans. J'ai déjà dit sur scène, alors il n'est pas gêné de ça. Ben, je suis quand même gêné de ça. Est-ce que tu es fier de ça un peu? Ben, j'aime pas trop Brag. brag, non. Alors non. Ou je me souviens, juste après, tu es allé à un hunt camp avec ton père, un camp de chasse, et il y avait beaucoup d'hommes de 40, 50, 60 ans qui étaient comme « Oh my God, toute ma vie, je voulais avoir un trip à 3. Right? Mais... Donc, ça Aussi- s'est pas passé au camp. Non, ok. pas avec les hommes. hommes. Non, ok. Mais moi, J'espère. l'idée d'un trip à 3 aussi, c'est comme, je me souviens, quelqu'un m'a dit, c'est comme climbing Mount Everest, right? Like, c'est comme pas quelque chose que tu veux faire à tous les jours. Et est-ce que c'est aussi bonne que tu vas penser que ça va être, you know? Like, c'est pour une femme, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je suis pas un multitasker. Alors, je pensais toujours que ça serait un peu compliqué. Dante, tu sembles d'être un peu, tu Non, es ça va. rouge. Ben, tu sais, je sais pas. Mettons, aujourd'hui, c'est moins une quête, là, à 47. Puis peut-être que dans la vingtaine, tu sais, c'est le ultimate goal, tu sais. Puis, mais là, aujourd'hui, je suis comme, bon, je m'en fous un peu, mais mettons, plus jeune, tu sais, c'était comme, ouais, il y a le but ultime. Well, est-ce que c'est intéressant parce que tu avais dit que, il y avait une question que tu voulais pas répondre. Est-ce que c'est un choix que tu fais que tu vas être un peu privé avec le public parce que tu sais, il y a des artistes qui décident, je vais être ouvert avec toute ma vie et il y a des autres personnes qui sont plus, je veux garder ma vie privée. Est-ce que c'est une décision que tu as faite consciemment Ouais, oui, dans ton travail? C'est un choix conscient. Je pense que plus tu t'ouvres, que tu étales ta vie sans cesse sur les réseaux sociaux, tout ça, je pense que tu peux avoir un plus grand fanbase même, là, je pense, plus tu t'ouvres. Mais il faut après être capable d'assumer ça puis de dealer avec ça dans une base quotidienne, d'avoir des articles sur des éléments de ta vie privée. Puis ça a un impact aussi peut-être sur le monde qui t'entoure. Tu sais, peut-être si j'avais pas une aussi grande famille, tout ça, tu sais, que eux vont s'en faire parler après, là. Tu sais, peut-être si j'étais enfant unique puis j'avais comme pas trop de parents, peut-être je m'en foutrais ou... Mais là, non, je pense que dans mon style, moi, ce que j'aime publier, où je suis plus quelqu'un qui va faire du contenu, qui va faire des personnages, qui va créer des trucs
peut-être loin de moi ou bien qu'ils ne sont pas moi. Puis je pense aussi que moi, c'est là quand je suis intéressant, c'est quand je vais créer des personnages débiles. Je pense que il est là mon sweet spot pour être intéressant pour le grand public, là, dans ma façon de divertir. Fait que non, c'est ça. Peut-être que j'assume pas tant d'étaler ça, là. Je pense que c'est là où je suis optimal. Ouais. Dans la création de quelque chose de débile plutôt que moi d'être dans le dévoilement. Ouais. Oh, c'est intéressant. Parce que je viens juste de penser à ça parce que je réalise. C'est seulement quand mon père est décédé que j'ai devenu un humoriste un peu plus ouvert et que j'ai commencé à parler du sexe. Ouais. Parce que mon père était quelqu'un qui m'a dit. Il voulait toujours que je fais l'humour clean et que je suis, c'est un peu drôle, mais comme Bill Cosby, like clean comedy, you know, mais c'était comme l'humour que tes beaux-pères et ta belle-mère va aimer. Et comme Seinfeld. Et alors, j'étais dans cette direction un peu, mais c'était quand mon père a décédé. Parce que, tu sais, les pères haïtiens aussi peuvent être très stricts. Je sais pas si tes parents sont très stricts. Ouais. Mais je pense que mon humour serait tellement différent si j'avais une grande famille qui vivait même à Montréal et qui consumait. You know, quand tu es sur Facebook, tout le monde, tes tantes peuvent être sur Facebook, ta grand-mère, you know, ça change ce que tu mets dans le public. Oui, exact. Puis leur entourage à eux savent qui tu es, fait qu'ils vont leur parler de qu'est-ce que tu as fait aussi. Oh, yeah. Fait que, je sais pas, ça a un impact aussi, là. Si t'es cool, mais si t'es quelqu'un en scandale, ben, c'est la première affaire qu'ils vont se faire demander en rentrant au bureau aussi, là. Donc, ouais. Puis je pense aussi, mettons que mes parents, il y a une différence entre aujourd'hui à maintenant aussi, là, plus sévère quand on était jeune qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus lousse, plus ouvert. Je pense aussi, là, que quand tu vieillis, tu changes, que ce soit ta mentalité, que ton adaptation à la culture. Ouais. Est-ce que tes parents sont un peu conservateurs ou est-ce que... Ouais, mais beaucoup moins maintenant que... ouais, beaucoup moins maintenant qu'à l'époque. Ouais. J'ai une question profonde pour toi. Est-ce que tu as un show dans ton métier qui est comme le plus important à toi ou l'un que tu tiens le plus proche à ta cœur? Un show? Ouais. Un spectacle? Un show que moi j'ai fait Exactement. ou que... wow! Je pense peut-être mon premier spectacle. Parce que le premier spectacle, c'est quand même c'est une réalisation, puis ça me disait que j'étais capable de le faire. Puis, au-delà que tu le fais, tu le composes, tu le crées, puis que tu l'imagines, mais d'avoir la réponse du public, puis que le public tripe, on le fait pour nous, mais c'est quand même une validation, là, que, OK, ça a bien été, puis le public a bien ça, ben, ça donne une validation que ça se passe, là. Je dirais en humour, là, mon premier spectacle... je fait en 2014, là, je sortais en route vers mon premier gala juste pour rire, puis j'avais fait des personnages, moi, fait qu'il s'appelle Maître Blagueur. Fait que je fais 8 personnages en 1 heure, tu sais, fait que, en plus, c'était des changements de costume, tout, rien que des personnages, ben, ça avait bien été, j'avais fait 4 soirs, ça a été super. C'est encore le Zoo Fest, hein, fait que, ouais, c'est quand même une énorme validation, ouais. Nice. Ouais. Bon, je vais demander une question pas crunchy, mais juste un peu à mon style. Let's go. Est-ce que tu te souviens de la première personne que tu as tombé en amour avec? Même moi, quelqu'un m'a demandé de le marier quand j'avais 6 ans. Alors, dans ton enfance, est-ce qu'il y avait... Tu peux te souvenir de ta première crush ou la première personne que tu as dit comme wow? Je me souviens. Je pense que c'était au primaire. Je pense que les deux, on se tripait dessus, mais on se le disait pas, genre. Fait qu'on faisait juste se courir après, puis s'échapper, puis on n'a jamais, comment on dit, concrétisé, genre. Mais c'était plaisant, c'était le fun, on aimait ça, jusqu'à temps que la personne déménage, puis que je la vois plus, je la revois plus jamais. Puis fait, fuck, j'aurais dû lui dire qu'on n'a jamais, comme, consommé cet amour. Parce que tu avais 9 ans, right? Je me souviens pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, ouais.
je me souviens, Dante avait tombé en amour avec quelqu'un, mais c'était très naïf, right? C'était, je pense, une des premières personnes que tu as tombé en amour avec et tu avais dit, est-ce que c'est possible de marier la première personne que tu tombes en amour avec? Et comme mère, tu veux dire, like, no! Pas possible, mais, je voulais juste te donner, un peu d'espoir. Alors, j'étais comme, oui, c'est possible. J'ai rencontré un couple ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble. Ça se peut, c'est moins courant, mais ça se peut. Là. Puis je me souviens que moi, la personne, plus tard, en vieillissant, tu t'en souviens un moment donné, puis tu fais comment? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu peux retrouver des gens de ton passé. Pas mal retrouver tout le monde, sauf cette personne-là, je n'ai jamais retrouvé. Donc, c'est spécial. Et je veux juste une autre, parce que Dante et moi, on a un débat sur ça, parce que Dante est des fois énervé par le fait que quand je vais chez lui, il a son savon et je laisse le bouchon ouvert. C'est le savon de vaisselle. OK. Et lui, il laisse le bouchon fermé. Ouais. Alors, on a finalement décidé, il y a 2 types de personnes. Il y a la personne qui s'en calisse, tu laisses ouvert, dans mon opinion. Pourquoi tu veux fermer, ouvrir chaque fois, right? Juste laisse ouvert. Mais Dante pense que c'est la meilleure façon d'avoir du savon dans ta maison, c'est d'avoir le bouchon fermé. Quelle sorte de personne es-tu? Savon à vaisselle, je dois avouer que moi, je suis plus genre à le laisser ouvert. Mais moi... Olivier? Ouvert, there you go. C'est quelque chose avec les humoristes, peut-être. C'est pratico-pratique, ça va vite, on est pressé. Mais là, j'habite avec ma copine, puis ma copine, elle le ferme. Non seulement elle le ferme, mais elle le range. Oh, really? Donc, sur le comptoir, il n'y a rien, là. Fait que, ouais. Donc, il est rangé. Il faut tout sortir, les gouttoirs, la vaisselle, tout est rangé. Ouais. Et sa pâte dentifrice, j'imagine, elle fait certain que c'est bien rangé. Dante utilise une aide élastique pour faire certain que ça sort pas comme la mienne. Ça me semble, dans les couples, il y a beaucoup de fois une personne qui est vraiment comme particulier, une personne qui est un peu comme plus traîneuse ou traîneur, et c'est comme ça balance bien parce que ça force la personne qui est particulière de comme laisser les affaires aller, et ça la traîneur ou la traîneuse est comme ils sont forcés d'être un peu plus propres et ça devient comme un peu tu es quelqu'un qui perd tes clés jamais. Non. Moi, j'ai perdu les clés des autres personnes déjà. OK. Et les miennes. Nous, chez nous, c'est un partage parce que moi, je suis quand même assez rangé puis tout au même endroit tout le temps. À part mon bureau, là. Mon bureau est en désordre, mais sinon, le reste, sur le bureau, c'est des papiers, on entend des papiers, des lettres, whatever. Mais sinon, le reste... mettons, moi, si je range la vaisselle, tout est au même endroit tout le temps. Les mêmes assiettes ensemble, je suis quasiment autiste là-dessus, là, mais ma copine, elle, c'est pas grave. Avec la lave-vaisselle. Moi, je vais repasser après, puis s'il y a des bols ou des assiettes qui sont pas placés au bon endroit, je replace. Mais c'est comme avec camping, avec les hommes aussi. Je sais pas pourquoi. Les hommes avec camping et lave-vaisselle deviennent vraiment anal. Right? Particulier, oui. Yeah. Parce que même des gars qui sont pas vraiment comme ça. À lave-vaisselle, ça fait rien pour moi, mais je sais que c'est moi qui le démarre, puis que je vais replacer les trucs, là. Oh yeah, je disais à mon ex toujours, OK, si tu gâches mon temps parce que moi, je l'ai fait, maintenant tu le refais. Ouais. Est-ce qu'on a si beaucoup de temps que tu peux refaire les choses comme ça? C'est pas bien long, mais je sais pas. Je dirais que c'est un absolu d'optimiser pour que ce soit bien lavé, tout ça. Ouais, ça là-dessus, je replace. Mais juste la lave-vaisselle. Hein? Juste avec la lave-vaisselle, pas des autres. Il y a des autres choses que tu es un peu comme ça. Ou que ce soit dans les armoires, ou on a chacun nos systèmes, ou qu'est-ce qui est important pour l'un ou l'autre, c'est pas les mêmes enjeux ou les mêmes priorités, ouais. Mais tu sais, j'en parle pas, elle m'en parle pas, là, on s'en cherche pas, on s'en fout, là. On sait que l'un et l'autre est de même, là. Comme elle allait me ranger le savon, je le range. Ou si je le range pas, elle va le ranger. Puis il n'y a pas de discussion, par exemple, par rapport à ça. Si on a le temps, j'ai une autre question profonde. Yeah. Let's go. C'est quoi une conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Un conseil que je donnerais à la version plus jeune de moi-même,
Je dirais sûrement le 12 septembre 82. Non. Je pense pas que je me donnerais de conseils. Parce que je sais pas, j'aurais peur de tout gâcher. On dirait que autant que mes bons coups que mes moins bons coups font ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, j'aime dire que je suis la somme de mes connaissances, donc la somme des personnes que j'ai rencontrées, de ce que j'ai appris, des actions, des trucs que j'ai décidés. Fait que peut-être que si je me donnerais des trucs pour être plus cool, je serais peut-être pas le même gars que je suis aujourd'hui. Donc, je me donne un exemple. Je vais voyager dans le temps, puis je me donne la combinaison du 649 à moi de 18 ans. Peut-être que si je deviens millionnaire à 18 ans, aujourd'hui, je suis un asshole, tu sais. Ouais. Yeah. Peut-être que je suis, tu sais, trou de cul pas loin de criminel, tu sais. Yeah. Fait que, ouais, j'aurais peur de tout gâcher. Ouais. Tu sais, à part, sinon, s'il faudrait absolument que j'en ai un, c'est comme fais-toi confiance, mais sinon... Mais j'adore ça parce que c'est aussi, des fois, je suis comme, moi, j'ai une enfance un peu rock'n'roll et des fois, je suis comme, j'aurais eu à avoir ça, je pourrais être une différente personne, mais quand je regarde, peut-être j'aurais pas eu mes 2 enfants, peut-être j'aurais pas eu mes expériences que j'ai eues. serais Mais pas assis ici je serais aujourd'hui. pas artiste. Je suis T'aurais pas ton spectacle, ouais. on parlait de ça avant que mon ami dit que les humoristes sont les jouets cassés, like broken toys. Qu'on a tous, un parti de nous qui manque un petit peu. Et ça, c'est pourquoi on fait l'humour, la manque d'attention. Mais je sais que si j'aurais eu pas cette enfance, j'aurais pas devenu artiste. C'est comme, Ouais. on est attiré. Pour moi, quand j'ai commencé à faire l'humour, je voulais l'attention que j'avais pas chez moi, à ma maison, so. Puis quand même, dans ton spectacle, t'as quand même une certaine couleur ou une certaine énergie, là, même quand je te vois faire des 10 minutes. Je pense pas que t'aurais ce magnétisme si tu serais plus beige, là, tu sais. Yeah. Ouais. Parce que ce serait peut-être enlever ton special move que t'as par rapport absolument, aux autres. Ouais. absolument. Ouais. C'est comme un science, non experiment, Ouais, mais c'est la la formule chimie chimique, d'un humain. Moi, je pensais jamais, Dante, que tu aurais été artiste parce que ton père est docteur et moi, j'étais endommagée. Alors, je comprenais pourquoi j'étais pas une docteur ou un scientiste ou whatever. Alors, quand tu es devenu artiste, j'étais comme, oh wow, OK, ça peut arriver. Et aussi, même si tes parents essaient de te pas endommager, il y a toujours un peu une différente façon de le faire, t'es endommagé d'une façon complètement différente. Yeah, exact. Right. Yeah. Et on a parlé de, on fait thérapie séparément, mais c'est pas quelque chose qu'on cache, Je sais que tu es un peu endommagé. Je pense que quelqu'un dit qu'ils sont pas endommagés. Je pense qu'ils disent pas la vérité. Moi, je pense que tout le monde, c'est humain être endommagé. Et je pense que c'est mieux de juste être... Je pense qu'en français, il faudrait trouver un autre mot parce qu'endommagé, c'est fort là, comme mot. Là. C'est comme un accident d'auto, elle est endommagée. Je sais pas si Olivier, tu veux m'aider. Mais... Émotionnellement et endommagé, c'est un peu exagéré. Des problèmes. Mais non, mais c'est fort endommagé. C'est comme broken, mais en français, c'est une traduction qui est forte. Là. Vous voulez dire... Okay. Qu'est-ce que c'est plus mollo? Avec des carences. Ouais, des carences ou des besoins ou tu sais, je consulte pour travailler sur moi. Okay. Ouais, des petites blessures d'enfance. Une mère dire t'es endommagé à ton enfant, c'est un peu fort. Je viens de dire je consulte sur moi. Ouais, je trouve ça rock'n'roll. T'es endommagé, c'est comme un accident. Endommagé, c'est grave. C'est comme il te manque un bras ou. mais non, c'est pas ça. Endommagé, c'est pour les objets. Oh, Alors, pas émotionnel. Ça marche pas pour les humains. On peut le dire, mais c'est quand même une image forte. Ouais. Parce que je dis ça sur scène, je suis endommagée à l'intérieur. Peut-être c'est un peu fort. C'est drôle. Si tu le dis sur scène, c'est drôle. Yeah. Mais dans la parce vie. qu'on l'excuse, on le comprend. On comprend à cause de ton accent, on comprend que c'est une traduction. Non, tu peux le dire sur scène, je pense que c'est drôle. Mais dans la vie, dans le small talk, je dirais pas. Yeah. Mon fils est endommagé. Donc c'est. Ben, parlons des expressions québécois ou français. Est-ce que tu as une expression spécifique que
tu aimerais partager ou un que comme tu utilises beaucoup dans la vie ou tu trouves particulièrement J'utilise intéressant? beaucoup des expressions que ma mère utilisait quand on était petit. Il y en a une que j'ai utilisée même souvent en stand-up, que j'utilise beaucoup en impro. Ma mère nous disait souvent quand on faisait des trucs qui servaient à rien, elle disait ça, c'est comme se laver les mains puis les essuyer en terre. Tu sais. Elle disait, ça, c'est laver les mains sous la tête. Fait que c'est une expression que Comment j'aime est-ce beaucoup. qu'elle disait? Ça, c'est laver les mains sous la tête. Suyate. Donc, fait que ça, j'aime cette expression-là. Je l'utilise à tort et à travers, que ce soit dans la vie de tous les jours ou s'il me manque une petite comparaison en stand-up puis que je suis comme en mode impro. Je trouve que c'est une belle façon de dire que ça sert à rien. Dans mes préférés. Ouais. Quelqu'un hier m'a dit que je peux dormir avec mes oreilles, les deux oreilles, Tu peux dormir sur tes deux oreilles. sur tes deux oreilles. Ouais. C'était nouveau pour moi. Ça veut Ouais. dire que pas de problème, like, t'as pas de stress. Pas de stress, exact. Tu peux juste- Si tes deux oreilles sont bouchées, il n'y a pas de danger, rien. J'avais Ouais, jamais entendu dormir ça. sur tes deux oreilles, ouais, c'est une vraie expression classique. Puis une expression que je connaissais bien, que je trouvais drôle, que je t'entends souvent dire en stand-up, c'est ce gars-là, il a les cordons du cœur qui traînent dans la marbre. Yeah! Moi, j'ai entendu beaucoup cette expression-là au hockey. Tu sais, quand les commentateurs parlent, puis d'un joueur qui n'aime pas et qui trouve paresseux, je trouve que c'est une expression qui est d'une violence inouïe. Pour parler de quelqu'un, là. C'est, Yeah. Mais il est dit sur Well, comme ça TVA veut Sport ou dire- RDS. pour dire Ouais. C'est souvent des commentateurs ou des chroniqueurs, là. Puis je trouve ça d'une violence inouïe, là, quand Yeah. même. Là. Tu l'aimes pas, là. You Well, don't en like him. anglais, c'est your heartstrings are dragging in the shit. C'est pas. Et c'est tellement descriptif. Vous dites ça en anglais? Non. Tu devrais commencer On à le juste dire. dit lazy ou paresseux. Ouais. Mais tu devrais commencer à start using Well, my kid's heartstrings are dragging in the shit with soccer. Ils vont enlever ton Toi, enfant de toi. toi et Dahlia C'est ça. en jouant soccer. Ouais. Et toi, tu as une bonne nouvelle expression? Ben, moi, c'est pas complètement une expression, mais j'aime beaucoup, comme avec mes collègues, j'ai appris beaucoup de différentes expressions, mais aussi des différentes façons de dire des mots. Et moi, mon ami, l'autre jour, elle a dit m'en peux plus. Au lieu que ça veut dire je m'en peux plus, mais j'aime beaucoup quand les mots sont comme condensés en québécois. Ouais, comme, les Yeah. à un contractions. moment donné, m'en peux plus. J'aime vraiment ça et j'aime Ouais. l'utiliser. Alors, je trouve ça cool, juste comme vraiment mettre des mots ensemble ou enlever des mots pour le Yeah. rendre Ouais, plus les contractions, efficace. ouais. Qu'est-ce je que c'est trouve encore? M'en peux plus. M'en peux Et ça veut plus. dire comme je suis au M'en bout. peux comme plus. Je m'en peux plus. Ou à un moment donné, ils m'ont dit un moment donné. à un moment donné. Mané. Well, c'est comme avec créole, right? C'est comme, tu raccourcis les mots Ouais. au lieu de dire le long mot. Mais même maison, ça c'est une que je comprends pas 100% maison. Parce que j'entends les gens dire maison, mais aussi maison. Mais c'est pas genre Mais comme. est-ce que pour c'est avouer quelque chose? maison? Ouais, ben c'est les deux. C'est les mêmes mots qui veut dire maison encore, mais maison, c'est si je suis très en accord avec toi. Ça veut dire comme ben oui, vraiment. Comme Yeah, j'ai entendu c'est comme fuck yeah. Where you're like maison. Mais ça semble qu'il y a 10 ouais, différentes façons que tu exactement. peux Fuck l'utiliser, yeah, right? ouais. Yeah. Maison. Et dans tes sages que je suis un peu obsédée avec Love Languages. Est-ce que tu as lu le livre de Love Languages? Est-ce que tu Non. connais Love Languages? Non, ben, le signal, le langage de l'amour. Langage de l'amour, ça veut Ouais. dire il y a 5 différentes façons que tu montres la façon que tu es aimé. Paroles valorisantes, service rendu, recevoir des cadeaux, moment qualité et contact physique. Et moi, je suis 100%, tu peux avoir plus qu'un, mais moi, je suis paroles valorisantes et contact physique. Comme moi, j'aime les câlins et j'aime quand les gens me disent, like, you're great, I love you. Et la façon que tu peux savoir quelle est la tienne, c'est que quand quelqu'un te donne pas ça, tu es complètement brisé. Comme une bonne amie de moi, j'ai finalement réalisé que son love language is quality time. Like, c'est tous, il doit avoir le temps ensemble. Like, tu peux lui donner des cadeaux, il veut pas même des cadeaux pour Noël. Les mots sont rien pour lui. Même physique, c'est important, mais, you know, et dans je pense que tu sais les tiennes, right? Mais moi, je suis comme un peu un mix de beaucoup. Mais je sais que ma première, c'est service rendu. Pour moi, c'est comme
les mots sont for sure importants, mais pour moi, comme les actes des personnes est super important parce que je pense que beaucoup de fois, comme le monde peut dire quelque chose, mais comme faire quelque chose d'autre. Mais pour moi, les actions des mondes, c'est cliché des hommes, mais les actions partent, selon moi, plus fort que les mots. Acte de service. Oui, parce que le monde peut dire quelque chose, mais comme c'est juste des mots. Mais si quelqu'un fait quelque chose, c'est comme il met comme en concrète qu'ils font quelque chose. Dire quelque chose, pour moi, ça, c'est encore important, mais les services rendus, pour moi, c'est si quelqu'un, s'ils font quelque chose physiquement, pour moi, c'est comme wow. Si une expression québécoise que tu pourrais utiliser, toi, t'aimes quand que les bottines suivent les babines. Et c'est quoi une babine? Les babines, c'est la bouche, les lèvres. Les bottines, c'est les bottes. Ah, OK. C'est les bottines, souvent quand les enfants, les bottines dans la marche dans la laisse, la chluche. Ouais, il y a beaucoup d'expressions que j'utilise à cause du hockey, là, les commentateurs. Là. Oh, il dit ça aussi. Ouais. Ça est utilisé un peu partout, là, mais c'est quand on va voir, on va le voir quand on va le croire, là. Mais toi, t'aimes quand que les bottines suivent les babines. C'est comme les actions suivent les paroles. C'est juste, ça me fait penser à ça pendant que tu c'est comme parlais. put your money where your mouth is. Exactement. Moi, j'ai connais mes langages, en tout cas, à moi. Là. Moi, tu vas savoir que je t'aime. Moi, c'est service rendu. Moi, je vais faire des affaires pour toi. Contact physique aussi. Ça, c'est bon langage. Après ça, je dirais quality time aussi. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps, mais c'est sûr que moi, c'est mon langage. Et moi, je suis comme ça aussi. Pas besoin de beaucoup de temps, mais le temps ensemble, c'est important. Mais c'est funny que tu dis que tu es acts of service. Parce que moi, quand je pense à toi, je suis toujours quality time. Parce que tu es toujours comme, on va planifier une soirée de jouer de jeux sociaux ou on va aller faire... Et moi, je planifie pas dans ma tête. Le quality time, on dirait, at least pour moi, peut-être je me trompe, mais c'est comme, le quality time, c'est plus comme tu fais quelque chose ensemble. Mais la service rendue, c'est comme, par exemple, t'es ensemble, mais la personne fait souper. Ou la personne planifie d'aller à un restaurant. Pour moi, ça serait un service rendu. Quality time, je pense que c'est juste comme faire quelque chose ensemble, juste être dans la présence de l'autre. Mais c'est toujours toi qui fais le souper pour tout le monde. Oui, ben moi, est-ce que tu veux que les gens c'est son langage de l'amour. Oui, mais aussi, comme moi, j'essaie de donner toutes les love languages. Moi, je sais ce que j'aime, mais moi, j'essaie de vraiment faire toutes les 5 parce que je suis d'accord avec les love languages, mais en même temps, je suis comme si je donne toutes les 5, je vais jamais tromper de love language parce que... Mais quand je veux souper pour toi, tu es plus comme moi, je veux souper. Et ça, c'est pourquoi je me demande, parce que tu sembles si je soupe pour toi, tu aimes ça, mais ça semble que tu préfères souper pour les autres. Comme faire souper pour les autres? Moi, comme Thanksgiving, tu as fait un repas pour tout le monde dans la famille, même si Rebecca, ta tante, est comme, oh non, tu peux venir chez moi. T'es comme, non, je veux, tout le monde va être chez moi. Oui. Ça, c'est sa façon d'aimer. Sa façon d'aimer. Oh, tu donnes le service, mais parce que je fais souper, je prépare ça, je crée un beau moment, je crée des mémoires. Alors ça, c'est la service rendue. Oh, toi, tu es vraiment service rendu dans la façon que tu es Big Brother, right? Tu as dit que tu faisais... repas, moi, c'est mon langage de l'amour. Je vais m'occuper de toi. Ouais, ça, c'est moi. Je t'aime, t'as besoin de rien dans la vie. J'ai une autre question qui est un peu crusty pour tout le monde ici. Salut, c'est Dante ici de C'est qui ta mère? Je voulais te parler aujourd'hui d'une de nos commanditaires. Ça s'appelle Slim Down Records et c'est vraiment spécial parce que c'est le marque de vêtements de mon frère. Il a une maison de DJ, il fait des événements. Il est vraiment créatif et juste un gars vraiment cool. Et si jamais vous aimez ce style de vêtements, ça c'est une des t-shirts. Je porte une autre ici. Et il nous a donné un code spécial pour le monde qui écoute cette podcast. C'est MOMMY, M-O-M-M-Y. Tu vas recevoir un rabais spécial. Alors, si jamais vous voulez supporter un jeune artiste, ça serait vraiment cool. Et aussi, si vous êtes une entreprise qui veut être un commanditaire ou qui cherche des commanditaires, vous pouvez contacter ma mère à Crowning Monkey à commercial.yahoo.ca. Hi! Merci. C'est un peu dégueulasse. OK. Mais je pense que c'est... Oh, Dante a peur, regarde son visage. Non, parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que les gens vont admettre. Mais je pense... Et si tu veux pas le répondre, tu dois pas répondre. Mais je vais juste vous donner, vous deux, un scénario.
OK? C'est très simple. C'est un scénario, tout le monde a eu. Et Olivier, tu peux répondre ça aussi. C'est un peu dégueulasse. Tu as une crotte de nez dans ton nez. Tu es quelque part où tu peux pas. Et tu as le crotte de nez dans ta main. Et tu as une décision à faire parce qu'il n'y a pas un garbage. OK? Il y a pas une place où tu peux mettre ce crotte de nez. Et tu as un rendez-vous. Alors, tu dois décalisser de ce crotte de nez. Débarrasser, merci. Est-ce que tu vas mettre en dessous du sofa où tu es assis ou le siège? Ou, ça c'est le vernis dégueulasse. Est-ce que tu vas manger le crotte de nez? Mais par demander ça, on dirait que tu as juste admis que tu vas le manger. Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai mangé une crotte de nez, c'était salty, mais je vais jamais le faire encore. Mais je sortais avec quelqu'un qui m'a dit son choix, c'est qu'il mange ça. And I was like, what the hell? Qui fait ça? Mais je me demande, personne va l'admettre. Même si je mangeais mes crottes de nez, je les mange pas. Really? Je l'admettrai jamais. Mais il y a des personnes qui me jugent que moi, je mettrais un crotte de nez en dessous du sofa. Ben, en tout cas, moi, je trouve que quelqu'un la mange, tu sais, ça m'écoeure pas tant, là. Ça sort de mon corps. C'est quoi? C'est de la poussière, c'est de la mauve. Mais moi, ce que je ferais, il était pas dans les choix, mais moi, me semble, c'est la façon de se débarrasser du crotte de nez. Flick it. Ouais, tu la roules. Quand c'est sec, puis je note. C'est sûr. Puis je note, puis j'essaie de la picher loin, puis je regarde comme, fuck, elle a pas été loin, j'ai raté. Ouais, puis tu as dit piche-note. Ouais, piche-note. Ouais, tu la roules. Flick it. Puis, ouais, flick it, yeah. Et toi, Ali? Piche-note. Ouais. Right, mais on le croit pas à 100%. Comme ça, on se débarrasse des crottes de nez. Tu le mettrais sur leur divan. OK, j'ai déjà mis de la gomme, pas chez quelqu'un, mais dans un resto ou dans un café, j'ai mis de la gomme sur la chaise. Pas comme une place publique. Quelqu'un que je connais vraiment. Oui. Well, non, parce que je veux pas qu'il le trouve. Comme chez toi, non, Dante, don't worry. Okay. Mais une crotte, je pense que n'importe où, je le mettrais sous un siège parce que qui va le trouver? Mais personne. Je pense que crotte, c'est différent que crotte de nez. Non, crotte de nez. Okay. Oh, il y a une crotte de nez. Des crottes, juste oh crotte. Non, crotte de nez. Crotte de nez. Surtout crotte de nez, oui, tu l'as piché, mais tôt ou tard, ils vont passer le balai ou la balayeuse, ça va être ramassé. Exact. Tandis qu'en dessous, c'est plus rare, le monde nettoie sous le divan, ils vont passer le balai en dessous, mais tu sais, laver sous le divan, tu sais, comme... Mais des fois, tu ne saches pas que les choses qui sont un nom pour quelqu'un comme même mon ami Luc. J'étais avec lui et j'ai mangé une banane et j'ai lancé le déchet dehors de la voiture. And he was like, qu'est-ce que tu fais? So that's littering. Et j'étais comme, non, pas vraiment, parce que les voitures vont venir et ça va écraser le banane dans 15 minutes. C'est éco. Mais pour lui, il était comme, wow, t'as un problème, que tu fais ça. Alors c'est, le crotte de nez. On est presque à la fin de notre podcast, mais on aime donner l'opportunité à nos invités de nous demander une question ou demander juste Dante une question ou me demander une question. Et il n'y a pas de tabou, on est ouverte. Alors, s'il y a quelque chose que tu veux nous demander, go for it. Question, ben, peut-être, j'aurais une question pour toi, Dante. D'où ça t'est venu l'envie de faire du rap? On dirait comme depuis que j'étais comme 8 ou 9 ans, mon père était vraiment un gros fan des années 80, les années 90 de comme rap. Et je me souviens comme il avait un vieux iPod Shuffle. Et comme dans tout mon temps libre, j'écoutais juste ça. J'écoutais comme beaucoup de KRS-One, Mobb Deep, Wu-Tang, toutes les affaires vraiment classiques. Et la poésie, ça résonnait beaucoup avec moi. Les paroles, comme parler de le cœur. Et je me souviens que comme je faisais toujours du karaoke tout seul de ces paroles. Et je mémorisais les lyrics, l'album art, tout ça. Et je me souviens, on déménageait je pense que c'était quand on déménageait à Ottawa. Et une des déménageurs, j'étais sur la terrasse et j'écoutais un album de Kanye West. Et je savais pas que son premier album existait, The College Dropout. Et cette déménageur a dit comme, est-ce que tu connais cet album? Et il l'a mis pour moi. Et ça a juste comme, j'étais complètement inspiré par ça. Et plus tard dans la vie, quand j'étais comme dans ma
troisième année de l'université. J'étais toujours un peu gêné de comme poursuivre le rap. J'avais pas trop de confiance en soi avec ça, mais j'ai mis un beat dans ma chambre et j'ai juste commencé à écrire. Et j'ai réalisé que comme si je parlais de mon cœur et si je parlais de mes émotions et j'étais comme vrai en ce que je disais, je pourrais créer quelque chose vraiment spécial qui toucherait du monde. Et j'ai fait ces chansons pour mes amis et ils ont commencé à pleurer la première fois que je l'ai fait. Et j'ai réalisé que comme si je peux raconter de la poésie, parce que j'écrivais toujours la poésie. Et à la base, rap, c'est rhythm and poetry, c'est la poésie sur de la musique. Alors je me suis dit comme si je peux toucher le monde avec mes mots et je peux aider le monde à comme savoir qu'ils sont pas seuls dans leurs problèmes de comme être intimidés ou perdre un amour ou perdre un grand-parent ou quelqu'un dans ta vie décédé. Ça serait vraiment spécial pour moi de juste comme partager ça. Et c'est vraiment la thérapie. Mais long story short, c'est juste que la musique, c'était toujours une grande partie de ma vie et comme entendre les paroles et les histoires racontées dans la façon que les rappers des années 80-90 l'ont dit, ça m'a juste vraiment inspiré. Ça fait que t'étais un consommateur de rap. Y a-tu d'autres styles de musique que t'aimes pas pour en faire, mais mettons que t'aimes, que t'écoutes? En général, oui, je suis un DJ aussi, alors comme j'écoute beaucoup la house, le funk, le jazz, le soul, le indie, comme honnêtement un peu de tout. J'essaie de consommer comme des différents styles de musique pour que je peux comme avoir des différentes perspectives. Alors oui, comme vraiment un peu de tout. Mais tu viens juste d'écrire 2 chansons en français. Est-ce que le processus était différent de faire en anglais qu'en français? Oui, on dirait qu'en français, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a des nuances et comme des affaires avec la langue française que j'ai pas complètement comme maîtrisées. Comme avec l'anglais, c'est vraiment facile, comme j'ai une grande vocabulaire, alors c'est plus facile d'écrire des paroles. Mais on dirait en français comme je dois comme creuser un peu plus pour comme des affaires. Et même mes amis qui ont écouté mes chansons, ils ont dit comme t'as dit des choses qui marchent, mais ils sont pas comme complètement considérées comme une vraie phrase en français. Mais ils ont dit aussi que ça apporte quelque chose d'unique parce que c'est comme j'ai utilisé des mots d'une façon unique qu'une francophone peut-être trouverait pas parce qu'ils ont une différente façon de regarder à la langue. Ouais. Mais je préfère écrire en anglais, mais c'est cool d'essayer de faire en français aussi. C'est un bon exercice de style, ouais, absolument. Oh, yeah. Well, merci, Reg. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Si les gens veulent, je sais que tu es en rodage présentement avec cette 3e show? Deuxième show. Ouais, exactement. Comment est-ce qu'on peut te trouver? richardsonzephyr.com. Il y a toutes les dates de mon rodage et de ma tournée, mon 2e one-man show Punch Créole. Sinon, Instagram ou Facebook aussi, il y a les liens, là, mais Great. Très simple, ouais. Et on a un nouveau Patreon page, alors si tu veux nous follower, va sur notre Patreon. Dante est sur Spotify, il a presque 29 chansons sur Spotify. Moi, je suis rachellely.com, je suis en rodage avec ma première one-woman show en français. Yeah, et tout le monde ici, on est sur TikTok, Instagram, partout, Facebook, so check us out. Abonnez-nous, not abandonnez. Et si aussi tu as des questions pour Dante ou moi ou nous deux, tu peux écrire dans les commentaires et on va essayer d'incorporer ça dans notre podcast. Dante, tu as des derniers mots? Richardson, merci d'avoir venu sur le show et merci d'avoir écouté. Bye!